Bienvenue dans les Chroniques de l'Ombre. Ici, pas de super-héros, pas de rédemption, pas de belle morale, juste la réalité. Celle qu'on préfère garder sous le tapis, avec les miettes et les secrets de famille. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme que vous auriez pu croiser sans y penser. Le genre à tenir la porte en vous disant après vous. Un sourire discret, une voix douce, un visage qu'on oublie aussitôt. Et c'est précisément ça le problème. Parce que parfois, le danger ne ressemble pas à un monstre. Parfois, le danger ressemble à un voisin sympathique qui vous dit bon week-end. Ce qu'il faisait de ces week-ends ? Eh bien, disons que ce n'étaient pas des randonnées et fondues entre amis. On l'a surnommé le tueur du samedi. Pas pour faire joli, mais parce que pour lui, le samedi, c'était jour de chasse. Alors installez-vous, fermez la porte. Et surtout, ne regardez pas derrière vous. L'histoire commence maintenant. Un enfant qu'on a laissé tomber. Bernard Ferrari est né le 29 décembre 1946 à Bâle. Il arrive dans un monde qui, déjà, ne veut pas de lui. Sa mère Gertrude n'a que 18 ans. Elle ne sait pas qui est le père. Pas par mystère, mais parce que la réponse se perd quelque part parmi des nuits sans visage. Bernard passe ses premières années chez sa grand-mère. Elle s'occupe de lui, oui, mais ce n'est pas par amour, c'est du gardiennage humain. On prend ce qu'on peut. Puis il retourne chez sa mère. Le beau-père est alcoolique et la tendresse à la maison est une légende urbaine. Résultat, Bernard grandit comme une plante oubliée dans un couloir d'immeuble. Vivante, mais pas vraiment. Bernard apprend une règle simple, fondamentale. Si tu cries, personne ne vient. Alors il apprend à se taire, à se fermer, à devenir silencieux, comme une pièce sans fenêtre. Elle finit par le confier à un foyer, puis un autre, et encore un autre. Il devient un objet que l'on déplace, une chaise qu'on range, un livre que personne ne lit. Chaque fois, les rapports disent la même chose, en manque d'amour, menteur, instable, mais attaché à l'attention qu'on lui donne. En clair, il a besoin d'être aimé, mais personne ne lui apprend comment faire, et ça va coûter des vies. À Liestal, adolescent, il met le feu à des bâtiments. Il vole, il tente de faire dérailler un train. Les gens disent que ce ne sont que des bêtises d'enfants. Non, un train, c'est des familles, c'est des corps. Un psychiatre finit par l'examiner, et il écrit une phrase qu'on aurait dû graver en lettres de feu. Il présente des caractéristiques psychopathiques, et il est probable qu'il commette un jour un crime sexuel sur un enfant. Probable, mais la société aime espérer, et l'espoir parfois tue. Le premier meurtre, 6 août 1971. Une fête de village, les musiques, les barbecues, les rires d'enfants. Et Werner, lui, observe. Calme, amical, invisible. Il approche Daniel Schwamm, 10 ans. Promenade en forêt, isolement, puis silence. Quand l'enfant panique, Werner serre, fort, jusqu'à l'absence. Le lendemain, il commet l'erreur stupide des tueurs trop sûrs d'eux. Il appelle une auberge pour demander si la disparition du garçon est déjà passée aux infos. Sauf que personne n'était encore au courant. Bravo champion. Arrêté, il l'avoue. Condamné en 1973 à 12 ans de prison. Et maintenant, accrochez-vous bien, parce qu'on va atteindre le niveau d'absurdité maximum. 1979, on le dit guéri. Oui, vous avez bien entendu, guéri. Comme un rhume. On le relâche avec des félicitations, écrites pour son retour à la vie normale. Le loup réintègre le troupeau. Sans muselière, il recommence. Mais cette fois, il ne se presse pas. Les monstres revenus de l'enfer aiment prendre leur temps. Les victimes. Tout commence en 1980. Un samedi comme les autres, Ruth Steinman, 12 ans, rentre tranquillement chez elle à vélo. Une petite scène banale, presque douce. Sauf qu'elle croise la route d'un monstre. Pas le genre de monstre qui dévore les croissants à la boulangerie, mais un vrai, celui qui détruit des vies.
Son père la retrouvera morte, dissimulée dans un tas de feuilles. Sur son corps, un détail glaçant. Une morsure sur le sein gauche. Qui fait ça? Réponse simple, un psychopathe. L'autopsie révèle ce que l'on redoutait déjà. Ruth a été abusée. Un poil pubien retrouvé sur son corps semble être la clé de l'affaire. Mais bien sûr, rien n'ira bien loin. Les indices s'accumulent, mais la justice, elle, semble regarder ailleurs. 2 ans plus tard, 1982, c'est Rebecca Bierry, 8 ans, qui disparaît sur le chemin de l'école, dans le canton d'Argovie. Sa disparition semble presque magique, comme si elle s'était volatilisée. Mais ce n'était pas de la magie, c'est de l'horreur. Son corps est retrouvé des semaines plus tard, dans un bois. Et la police? Eh bien, on dirait qu'elle s'attendait à ce que l'affaire se règle toute seule. Et la liste continue. Des enfants, des disparitions. Le samedi, des corps, des indices. Laissés sur place comme des cailloux du Petit Pousset. Mais personne pour suivre le chemin. Les victimes se comptent par dizaines, chaque histoire aussi terrifiante que la précédente. Et là, une question plane, obsédante. Pourquoi la police semble-t-elle toujours en vacances quand il s'agit d'arrêter un tueur? Une comédie d'erreurs. La police, plus lente qu'un escargot sous calmant, ne voit rien venir. C'est seulement après le meurtre de Christian Widmer en 1987 qu'un éclair de lucidité frappe. Et si ces meurtres étaient liés? Et si c'était le même gars? Ah bravo les enquêteurs. Il ne fallait que 7 ans et quelques cadavres pour allumer la lumière. Et pourtant, le nom de Werner Ferrari avait déjà été donné. La mère d'une victime l'avait même pointé du doigt. Mais non, apparemment, ce n'était pas assez urgent. Mais Ferrari malin, il n'arrêtait pas de déménager. Il a vécu dans plusieurs cantons. Il a fait 13 déménagements entre 1979 et 1987. La police suisse a même fait appel à des profilers afin de mettre la main sur ce meurtrier et d'arrêter tous ces massacres. Mais c'est des erreurs de Werner qui va faire vraiment arrêter ce massacre. Premièrement, le 26 août 1989, une fête à Hagendorf. Encore une fête. Les fêtes, c'est son terrain de chasse, là où les enfants ont le droit d'être distraits. Fabienne Imhoff, 10 ans, elle part avec lui. Mais cette fois, une amie de la petite a vu le visage de Werner. Et le château de cartes s'effondre. 30 août 1989, arrestation à Holton. Calme, sans résistance. Comme si tout cela était inévitable. Et là, il reste une question. Une question calme, une question qui respire lentement, juste derrière vous. Combien d'enfants auraient survécu si nous n'avions pas confondu le silence avec la guérison? Le procès. Le procès ressemble à un film dont on connaît déjà la fin. Ferrari revient sur ses aveux. Son avocat démissionne et tout le monde reste perplexe. Finalement, il est condamné à la réclusion à vie pour 5 meurtres d'enfants. Mais attention, pas d'internement psychiatrique. Non, Ferrari aura chaque année l'occasion de se demander s'il sera libéré. Joyeux anniversaire, Werner. En 2007, nouveau rebondissement. Il est blanchi du meurtre de Ruth Steinmann. Une morsure qui ne correspond pas à ses dents, un poil pubien qui ne correspond pas à son ADN. L'ADN, c'est magique. Ça peut réécrire l'histoire, même 20 ans plus tard. D'autres monstres existent. C'est ça, le plus effrayant. Le tueur du samedi, c'est plus qu'un fait divers. C'est une tragédie sur fond d'incompétence. Un homme tue des enfants pendant des années, et la justice regarde ailleurs. Un monstre qui avance, pas à pas, jusqu'à ce que son propre ego finisse par le trahir. Une histoire si absurde qu'elle aurait pu être écrite par un scénariste dopé au café. Mais non, c'était bien réel. Et dans l'ombre, des victimes, des familles, et un pays marqué par l'incroyable lenteur d'une enquête qui n'aurait jamais dû traîner autant. Bernard Ferrari est aujourd'hui toujours vivant, dans une cellule, vieilli, effacé, et parfois, dans les prisons, on dit qu'il parle encore aux enfants imaginaires, qu'il pense entendre derrière les murs. Parce qu'au fond, il n'a jamais grandi. Et nous devons nous souvenir que les monstres ne naissent pas, ils se fabriquent, à force de coups, d'oubli et de portes fermées.
porte reste entr'ouverte. Dans chaque ville, chaque village, chaque quartier, il y a des ombres que personne ne voit. Pas des monstres, pas des démons, non, juste des êtres humains que l'on a laissé se briser. Bernard Ferrari n'est pas une créature sortie d'une légende. Il n'est pas l'exception. Il est ce qui arrive quand la souffrance n'est jamais stoppée, quand l'enfance n'est jamais protégée, quand les signaux sont là et qu'on baisse les yeux. Il est la conséquence d'un monde qui regarde ailleurs. Alors, avant d'éteindre cet épisode, avant de reprendre votre journée, posez-vous une seule question. Combien d'enfants aujourd'hui sont en train de devenir des ombres? Ce n'était pas une histoire de crime, ce n'était pas une histoire de justice. C'était une histoire de ce qui arrive quand personne n'aime l'enfant avant qu'il ne soit trop tard. Merci d'avoir écouté les Chroniques de l'ombre.